SMIC et minimum vieillesse relevés, mais hausse de l'essence probable le week-end prochain. Accueil glacial pour Jean-Paul II à Ankara, première étape de son voyage en Turquie. Iran, nouvelle incertitude, Bani Sadr remplacé au ministère des Affaires étrangères. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant toute chose, une série de mesures qui intéressent beaucoup d'entre vous. La première reste hypothétique, mais il faut commencer à en parler. Il s'agit de la prochaine hausse du prix de l'essence que n'a pas nié René Monory, le ministre de l'économie, sans toutefois préciser ni la date, peut-être dès samedi, ni l'importance, en tout cas, inférieure à 10 centimes pour le super. Quoi qu'il en soit, ce sera la 5e hausse des prix du carburant depuis le début de l'année. Du côté des compensations maintenant, je vais me tourner vers les fonctionnaires, les personnes âgées et les petits salaires. Les traitements des fonctionnaires seront majorés de 1,5% à compter du 1er décembre. Le minimum vieillesse, lui, passe à 40 francs par jour à compter du 1er décembre également. Et le SMIC est revalorisé 12 francs 93 de l'heure, ce qui donne pour un mois normal 2242 francs. Cela représente une augmentation d'un peu plus de 4%. Le gouvernement a donc donné un coup de pouce à ces bas salaires qui croissent plus vite désormais que le coût de la vie. Quel est aujourd'hui le pouvoir d'achat du SMIC? Est-ce qu'il est inférieur ou supérieur à ce qu'il était il y a un an? La réponse n'est pas simple. Et pour obtenir cette réponse, il faut commencer bien sûr par quelques considérations techniques. La courbe des prix est une courbe relativement régulière. Tous les mois, elle augmente de 0,6 à 1,2% selon le rythme de l'inflation. La courbe du SMIC, par contre, est une courbe en forme d'escalier. Le SMIC n'augmente pas régulièrement tous les mois, il est réajusté automatiquement dès que les prix montent de 2%. Ce qui donne à son évolution cette forme d'à-coups successifs et ce qui fait par conséquence qu'il y a des moments où le SMIC est au-dessus de la hausse des prix et des moments où il est au-dessous. Actuellement, et vous le voyez sur cette courbe, le SMIC, en valeur brute, est au-dessus de la hausse des prix. Mais si l'on tient compte de l'augmentation des cotisations sociales en janvier et juillet dernier, et si donc on ne retient que le salaire net, c'est-à-dire ce que touche réellement le SMICard en fin de mois, il apparaît que le SMIC a pris un retard de 2 à 3% sur le coût de la vie. Bien, alors vous, Jean-Marc Sauvage, vous êtes, je crois, tout à fait au SMIC. Est-ce que vous constatez, quand vous comparez ces feuilles de salaire d'un an sur l'autre, est-ce que vous constatez également une baisse de votre pouvoir d'achat? Ah bah oui. C'est-à-dire, en gros, ça représente 50 francs. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est, 50 francs dans un budget d'un jeune ménage? Un trou. Un trou, quoi. Ça fait une séance de cinéma le sortir moins, un truc. Ou un beefsteak en moins. Quand vous regardez devant vous, est-ce que vous pensez que vous allez rester longtemps comme ça, salarié au SMIC? Oh oui. Oui. Ça fait déjà 3 ans, alors on n'y compte pas beaucoup. Qu'on soit plus augmenté. À votre avis, quel est le salaire juste que vous devriez gagner? 2005. 2500 francs. Pour nous, pour le travail qu'on fait, oui. Sur les 800 000 salariés au SMIC que compte la France, la moitié environ, comme Christine et Jean-Marc Sauvage, ont moins de 25 ans. Jeunes, souvent sans enfants, souvent avec de salaires, ils s'en sortent tant bien que mal et comme ici ne font leur compte que de temps en temps. Il n'en est pas de même pour ceux qui sont plus âgés et qui parfois se trouvent dans des situations de famille difficiles. Sur les livres de compte apparaissent alors dépenses et recettes au centime près. Il est donc probable que l'augmentation de 4% d'aujourd'hui permettra en partie de rattraper ce retard. Toutes ces mesures ont été prises en Conseil des ministres et se situent, a dit le porte-parole de l'Élysée, dans la ligne des décisions du gouvernement pour aider les plus défavorisés depuis la rentrée. Il y a eu l'allocation de rentrée scolaire, le complément familial et la prime de chauffage. Au cours du même Conseil des ministres, Raymond Barre a estimé que la situation de l'emploi s'était améliorée, notamment dans le secteur tertiaire. C'est déjà ce que disait le chef de l'État hier soir à 20h sur Antenne 2. Un entretien qui fait pratiquement la une de tous les journaux aujourd'hui et qui a suscité, vous pouvez vous en douter, nombre de réactions. Première d'entre elles, celle de Michel Rocard, dont la prestation à l'émission de France Inter Face au public vient tout juste de se terminer. Nous l'écoutons. Ce qui m'a le plus frappé, aussi bien en ce qui concerne les affaires intérieures de la France qu'en ce qui concerne les affaires du monde, c'est l'absence dans le propos d'hier du président de la République d'une volonté ferme autour de laquelle puisse s'organiser notre avenir proche
à quelques années. Comment peut-on dire qu'il ne s'est pas passé d'événements politiques en France depuis 6 mois? Les grévistes de l'Alstom n'admettent pas qu'on parle de la sorte, ceux de Dassault non plus, et les aiguilleurs du ciel pas davantage. Mais même le vote du budget, mais même les difficultés de la majorité, tout cela sont des événements politiques. Que le chef de l'État prenne ses distances par rapport à ces événements, c'est normal. C'est même bien le moins. Mais pas de cette manière, pas au point de les nier, pas au point de faire comme s'il ne se passait rien et qu'on pouvait dormir tranquille, tout de même pas. Les radicaux de gauche, dont nous entendrons le président Michel Crépeau dans notre deuxième journal de la soirée, disent que le président de la République a fait de bonnes analyses, mais qu'il n'a apporté aucune solution, aucune réponse aux problèmes des Français. Le communiste André Lajoigny surenchérit, les travailleurs, dit-il, ont été oubliés par le chef de l'État. Il ne suffit pas de parler des grands problèmes du monde, et nous sommes prêts à en parler, mais il faut aussi parler de la situation réelle des Français, de leurs conditions de vie. Et quand les travailleurs voient que leur niveau de vie s'abaisse avec les ponctions qui ont été faites sur la sécurité sociale et les diverses hausses de prix, et qu'ils voient en même temps les profits augmenter de 28% sans que les investissements créateurs d'emplois dans l'industrie ne se fassent, puisque les chiffres sont là, il n'y a pas création d'emplois industriels, il y a régression industrielle. Alors vous comprenez bien que les travailleurs n'acceptent pas une telle situation et qu'ils réagissent, et ils ont raison. Pour le journal L'Aurore, qui a fait faire un sondage express par l'IFRES, un sondage qui paraîtra demain, 44% des téléspectateurs hier soir regardaient cet entretien. Les autres réactions maintenant en compagnie de Jean-Louis Le Senne et de Pierre Alain. Pour Jean Le Canuet de l'UDF, le président Giscard d'Estaing a parlé le langage de la mesure et de la vérité. Il a donné des réponses concrètes aux véritables préoccupations des Français. Au Parti radical socialiste, Didier Bariani estime qu'une nouvelle fois, le président de la République a su dresser un tableau lucide des problèmes de l'heure. Pas de réaction officielle au RPR, mais Olivier Guichard ne partage pas la sérénité du chef de l'État. Pour lui, s'il n'y a pas de crise de régime, il y a crise de la majorité. Huguette Bouchardot du PSU se demande, je cite, si les dissertations appliquées du chef de l'État suffiront longtemps à jouer le rôle de tranquillisant. Chez les syndicats, pas de réaction officielle de la CGT. Pour la CFDT, il y a contradiction. Les Français qui sont de plus en plus inquiets ont vu leur président prendre de plus en plus de hauteur. La CFTC estime, je cite, que plus ça change, plus c'est pareil. André Bergeron de Force ouvrière partage l'analyse du chef de l'État sur la situation internationale, mais pas sur la situation sociale de la France. Pour la CGC, enfin, l'optimisme montré par Valéry Giscard d'Estaing en matière économique et sociale aurait besoin d'être davantage justifié. Alors essayons de prendre un petit peu de recul 24 heures après, ou de hauteur, c'est le mot à la mode, et commenté, vous le voyez, par notre ami Gus. Et revenons avec vous, Noël Copin, sur ce qui vous a frappé dans ces propos présidentiels. D'abord, une démarche. Eh bien oui, je crois que pour qualifier cette démarche, il faudrait prendre 3 mots utilisés par M. Giscard d'Estaing lui-même lorsqu'il parlait de la situation économique. Mais je crois qu'à travers ces 3 mots, donc on retrouve les caractères de cette démarche qu'il veut donner à chaque fois de mois en mois, il s'adresse aux Français. Il y a la gravité pour juger la situation, la volonté pour en sortir et la confiance pour voir l'avenir. La gravité, je crois qu'elle s'accompagne, à vrai dire, toujours d'une certaine sérénité, même quand le président de la République dépeint ce qu'il appelle la désorganisation du monde. C'est toujours en fait le ton de l'analyse qu'il emploie, une analyse d'ailleurs qui replace les problèmes français dans un cadre planétaire. La volonté, le président présente sa politique comme une politique qui sait où elle va et qui parfois prend de grands risques, et il donne 2 exemples, sa politique africaine et la politique économique de M. Barre. Enfin, la confiance dans l'avenir, et là le président répond au pessimisme qu'il a remarqué dans ses conversations avec de jeunes Français à l'occasion de ses derniers voyages en province, et cette confiance elle-même, elle est raisonnable, elle est mesurée, elle s'appuie sur des points forts, mais elle reconnaît l'existence de points faibles. Gravité, volonté, confiance, je crois qu'à travers ces termes, le président de la République s'efforce toujours d'expliquer. Alors puis il y a la fameuse affaire des diamants, et un certain nombre de commentateurs sont restés sur leur faim, non pas tant sur son attitude en tant que président de la République depuis son accession à l'Élysée, mais plutôt sur la fameuse affaire de la plaquette de 73. Là où je disais que le président de la République essaie toujours d'expliquer, et là il a volontairement renoncé à l'explication. Il explique bien sûr son attitude en tant que président de la République, en particulier les raisons pour lesquelles il a renoncé à toute poursuite, et également l'usage qui est fait des cadeaux qu'il reçoit en tant que président de la République. Et il n'est pas contre un statut de ces... Et il n'est pas contre un statut qui soit même légiféré, enfin qui soit traduit par une loi prochainement. Mais concernant donc cette affaire dite des diamants de Bokassa, il
il tranche, il dément, et ce démenti concerne la valeur des cadeaux qu'il aurait reçus. Il dit lui-même que c'est un démenti catégorique et surtout en insistant un démenti qui est méprisant. Tout porte à croire qu'il en restera là. Alors la question qu'on peut se poser, un démenti de cette nature est-il suffisant pour convaincre? Et nous touchons là, je crois, un problème essentiel du problème de la vie politique française, qui est le problème de la confiance. Quand un homme d'État explique longuement sa politique ou quand un homme d'État tranche et dément de façon brève, les démarches sont très différentes, mais finalement, le succès de ces démarches repose toujours sur la confiance, et je crois que c'est encore plus vrai dans un système de démocratie présidentielle comme le nôtre. Chaque fois que le président de la République s'adresse au pays, il s'agit toujours de confiance. Mais tenez, puisque nous évoquions l'affaire des diamants, cette réaction publiée dans le Matin, aujourd'hui, par le directeur du Canard enchaîné, Roger Fressoz, nous répliquerons mercredi prochain de façon extrêmement précise aux assertions vagues du chef de l'État, dit donc le patron du Canard enchaîné. Un député socialiste a même posé la question cet après-midi à l'Assemblée nationale. Pour quelle valeur, demande Raymond Forny, pour quelle valeur M. Giscard d'Estaing a-t-il déclaré en douane les diamants qui lui ont été offerts en 1973? C'était pendant la séance dite des questions au gouvernement. Aussitôt après, la discussion du projet de loi sur l'IVG s'est poursuivie dans un climat, disons, assez dépassionné, en tout cas sans grand éclat. On en saura un petit peu plus demain après-midi, car certains députés de la majorité ont demandé que la loi sur l'avortement, donc, ne soit reconduite qu'à titre provisoire pour 1, 2 ou 5 ans. Mais de cela, les élus de l'opposition ne veulent pas. Réponse donc demain. Le pape en Turquie, maintenant, les premiers télégrammes et notre premier contact avec nos envoyés spéciaux faisaient état d'un accueil assez glacé à Ankara, au propre comme au figuré. Mais tout doucement, à force de sourires, de gestes assez touchants de Jean-Paul II, l'atmosphère, nous dit-on, s'est un petit peu réchauffée. Une bien étrange première journée, un accueil réservé, même froid, et des questions qui se posent déjà sur les conséquences de ce voyage. Ce matin, à l'aéroport, il n'y avait ni foule, ni chaleur. Il est vrai que les consignes de sécurité empêchaient à tout curieux de s'approcher de l'aéroport. Le spectacle a été le même cet après-midi au mausolée d'Atatürk, le fondateur de la République. On y a vu l'armée, le pape, sa suite et quelques officiels. Quant aux conséquences de ce voyage, elles dépendent d'abord de ce que va dire Jean-Paul II. Déjà, cet après-midi, il a écrit sur le livre d'or du mausolée que le gouvernement des peuples est aux mains du Seigneur. Une phrase qui a provoqué 2 réactions. Étonnement chez ceux qui rappellent que l'État turc est d'abord laïque. Et puis satisfaction chez d'autres, nostalgiques du rôle et de l'importance de la religion. Demain, avec la rencontre à Istanbul du patriarche Dimitrios Ier, Jean-Paul II aura sans aucun doute une journée plus facile et un accueil chaleureux, car le dialogue est déjà bien avancé entre les 2 églises, romaines et orthodoxes. La question qui reste posée ce soir est de savoir si le pape, profitant de son séjour en Turquie, s'adressera également au monde musulman et indirectement aux Iraniens. Oui, Patricia Charnelet nous disait que les catholiques étaient extrêmement minoritaires dans ce pays à grande majorité musulmane. Paul VI avait déjà tenté un rapprochement entre les 2 communautés. Ce voyage de Jean-Paul II s'inscrit dans le sillage tracé par Paul VI, qui avait rencontré Athénagoras à 3 reprises, en Terre Sainte, à Constantinople et enfin à Rome. Dès 1964, les liens étaient donc renoués entre les 2 églises, catholiques et orthodoxes, qui étaient séparées depuis le XIe siècle. Nous sommes venus parmi vous avec le sentiment de celui que nous avons conscience de représenter, que le prophète a annoncé jadis sous le nom de Prince de la paix. C'est également sous le signe de la paix que Jean-Paul II place ce voyage, en s'entretenant à Istanbul avec le successeur d'Athénagoras, le patriarche. Ah bon. Écoutez, il semble qu'il y ait un problème, je crois que vous en êtes rendu compte par vous-même, et nous allons voir tout à l'heure si nous pouvons rediffuser ce sujet de Patricia Charnelet. Pas d'inquiétude aujourd'hui, puisque nous parlons du voyage de Jean-Paul II en Turquie. Pas d'inquiétude pour les suites des menaces du fou qui voulait assassiner le pape. En revanche, des sueurs froides aujourd'hui pour les services de sécurité du sénateur Edward Kennedy. Ils ont intercepté de justesse une jeune femme qui brandissait un poignard de chasse et qui tentait de pénétrer dans le bureau du sénateur au Capitole. Vous allez sans doute voir maintenant
les toutes premières images de la Mecque en Arabie Saoudite. Vous allez apercevoir, cela va aller très vite, l'une des colonnes de la grande mosquée. Le nombre d'impacts des balles prouve donc que les combats ont dû être très violents. Les autorités saoudiennes confirment qu'un groupe d'insurgés continue de résister dans les sous-sols. Sur la manière utilisée pour capturer les premiers rebelles, eh bien, des gaz brûlants l'oxygène et des gaz lacrymogènes. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu ces hommes masqués. Iran, une dernière dépêche qui m'est tendue à l'instant et qui nous vaut un coup de téléphone de Philippe Rochaud qui nous l'a appris. Il s'agit de la disgrâce de M. Bani Sadr, qui reste ministre délégué des Finances, mais qui ne sera plus responsable des Affaires étrangères. Il vient à l'instant d'être remplacé, car les choses vont vraiment très vite en Iran, d'être remplacé par M. Godzadeh. Tout de suite donc, Philippe Rochaud au téléphone. Sadek Godzadeh et Abdeslam Bani Sadr étaient un peu les deux frères ennemis au sein du Conseil de la Révolution. Le départ de M. Bani Sadr est dû au fait qu'il n'a pas réussi à trouver de porte de sortie honorable à l'affaire de l'occupation de l'ambassade américaine et que la situation restait bloquée. M. Bani Sadr, comme M. Godzadeh, est un des hommes de confiance de l'ayatollah Khomeini. Mais cette fois, le guide de la Révolution a décidé de jouer cette deuxième carte, c'est-à-dire la personne de M. Godzadeh, à la veille du référendum sur la constitution islamique, pour tenter de sortir l'Iran de l'impasse où il se trouve face au blocus américain. Donc, si tout va bien, normalement, ce devrait être M. Godzadeh et non pas M. Bani Sadr qui se rendrait à New York pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, vous le savez, doit discuter de la question iranienne. Cela dit, je le répète encore, à Téhéran, les choses vont extrêmement vite et il nous faut donc attendre des confirmations. Les otages de l'ambassade seraient, selon Jimmy Carter, détenus dans des conditions que le président américain a qualifiées de honte pour la civilisation. Ils seraient en effet pieds et poings liés au bout de 3 semaines et n'auraient pas l'autorisation de parler. L'envoyé spécial iranien à l'ONU a quand même essayé de rassurer Kurt Waldheim. Toutes les mesures garantissant la protection des otages ont été prises, dit-il. Et puis j'ajoute que le gouvernement iranien a déposé aujourd'hui une plainte contre le Shah d'Iran devant un tribunal de l'État de New York afin de récupérer les 20 milliards de dollars qui auraient été détournés par l'ancien souverain qui devrait bientôt quitter le territoire américain. Le parti Toudeh, autrement dit le parti communiste iranien, s'est rallié à la révolution islamique de l'ayatollah Khomeini, mais on se demandait s'il le soutenait vraiment. Eh bien, Philippe Rochaud a demandé à son secrétaire général s'il approuvait la prise d'otage à l'ambassade américaine. Réponse affirmative. Je crois que dans tout le monde, dans beaucoup de pays, on mesure la révolution iranienne avec des maîtres de la bourgeoisie, de la démocratie bourgeoise de l'Europe occidentale. Mais on ne peut pas mesurer toujours des actions d'une révolution de telle envergure qu'il a été en Iran et qui est maintenant, qui est entré dans sa deuxième phase, beaucoup plus approfondie que la première phase de février, de mesurer avec ces maîtres. Il faut trouver des maîtres pour cela. Il faut y penser que l'USA ont fait une ont eu une grande activité anti-populaire, antinationale, contre les droits de notre nation, et que leur activité politique, déjà du temps de Mossadegh, de Dr Mossadegh, était toujours pour écraser notre indépendance, notre liberté en Iran. On ne peut pas mesurer les relations de l'Iran avec l'impérialisme américain dans le cadre des relations diplomatiques normales internationales. Ce n'est pas absolument vrai. Nos relations américaines, c'est toujours une relation de guerre, et dans ce cadre, je crois que cette action de l'ambassade américaine, que nous appelons de centre d'espionnage américain, on ne l'appelle pas l'ambassade maintenant en Iran, c'est une action juste, c'est une action qui est dans le cadre de nos droits nationaux. Voilà ce soir pour l'Iran. Union soviétique, la nomination hier de Nikolai Tikhonov, 74 ans, comme membre du Politburo.
semble bien prouver que l'état de santé d'Alexis Kosygin est plus grave qu'on ne le pensait. Sur ces images de la session d'automne du Soviet suprême, on ne voit pas Alexis Kosygin. Il est absent de toute vie publique depuis maintenant 1 mois et demi. Cette élection ne remplace pas M. Kosygin, mais il est troublant de constater que c'est son premier adjoint qui vient d'être élu. Le sommet de Dublin maintenant. Dans son intervention hier à Antenne 2, le chef de l'État disait « Quand on entre dans une institution, on commence par en respecter les règles ». C'était une allusion bien sûr à la Grande-Bretagne, qui aimerait bien réviser à son profit les règles de la communauté européenne. Le sommet qui s'ouvre demain à Dublin sera donc difficile, mais jusqu'où peut aller Mme Thatcher? C'est la question que s'est posée à Londres Philippe Harward. Il se l'est posée et j'espère qu'il va nous la poser. Je confirme qu'à Dublin, je ne me contenterai pas d'une demi-miche de pain. Margaret Thatcher à l'issue du sommet franco-britannique. Pour elle, ce que la Grande-Bretagne verse au budget de la communauté doit être équivalent à ce qu'elle reçoit. Or, l'an prochain, on en sera loin puisque le déficit s'élèvera à 10 milliards de francs. Impossible, injuste, réplique Mme Thatcher. On a beau faire remarquer aux Anglais que c'est de leur faute, qu'il existe des règles qui sont les mêmes pour tous, eh bien, il n'y a qu'à modifier les règles, répondent-ils crûment. La politique agricole commune représente 70% du budget communautaire. Or, ce secteur n'intéresse guère les Anglais qui importent beaucoup de produits du Commonwealth. Ils réclament donc une réduction des dépenses agricoles de la CEE. Autre argument, à l'heure où la Grande-Bretagne pratique une politique draconienne d'austérité, comment peut-elle se permettre de verser 10 milliards à la communauté? Mais, fait-on remarquer, si la Grande-Bretagne ne paie pas, il faudra que d'autres pays le fassent. Pourquoi les pénaliser, eux? À Londres, on ne veut pas le savoir. Tout cela est largement exposé dans la presse, comme si on assistait à une campagne d'orchestration. La France apparaît comme l'opposant numéro 1 aux revendications britanniques, et un journal parlait même de boycotter les produits français. Réponse de Paris, nous sommes simplement pour l'application des règles, pas du tout contre une discussion, et surtout pour une cohésion de la communauté. Lundi, Roy Jenkins, président de la Commission de Bruxelles, est venu présenter des propositions pouvant servir de base aux entretiens de Dublin. Cela reviendrait à réduire de 40% la contribution britannique. C'est, semble-t-il, jugé insuffisant ici. Car si Mme Thatcher se sent forte, c'est qu'elle est suivie par l'ensemble des Anglais, comme l'a montré un récent débat au Parlement. Conservateurs et travaillistes, anti- et pro-européens, se retrouvent dans une sorte d'union sacrée derrière le Premier ministre. Les affaires sociales maintenant, avec tout d'abord cette dernière dépêche, décidément l'actualité très chargée aujourd'hui, parution normale de Nice Matin, donc demain matin. Mais cela ne veut pas dire que le débat, que le conflit soit clos. Et maintenant, le début de la campagne des prud'hommes qui a commencé sur Antenne 2, dans Antenne 2 midi, à 12h45, qui se déroulera pendant 2 semaines. Vous savez que les élections prud'homales ont lieu le 12 décembre. Voici tout d'abord un extrait de ce que disait le représentant de la CGC dans Antenne 2 midi, M. De Santis. Un conseiller prud'homal CGC doit avoir présent à l'esprit que l'encadrement est à la charnière entre la direction et le personnel d'exécution. Ce qui fait que les rapports sont parfois difficiles. Et un conseiller prud'homme CGC, parce qu'il vit ces problèmes, est mieux apte que quiconque à pouvoir les apprécier et à les régler au mieux des intérêts de chacun. On ne sait pas assez que le rôle des prud'hommes est avant tout de concilier. Et bien souvent, nous avons vécu cela, que un cadre et un employeur n'étaient pas d'accord, ou un employeur et son agent de maîtrise n'étaient pas d'accord. Ils viennent devant les conseils des prud'hommes, on s'explique, on discute, il y a une concertation, et finalement, ça permet aux deux personnes de continuer leur collaboration. Catastrophe aérienne, un DC-10 néo-zélandais ayant à son bord 257 passagers s'est écrasé dans l'Antarctique. On ne connaît toujours pas le nombre des victimes, mais on craint qu'il n'y ait aucun survivant. À bord de l'avion qui effectuait une excursion au-dessus des glaces polaires se trouverait, dit-on, Sir Edmund Hillary, le premier homme
à avoir conquis l'Everest. Les décédistes sont décidément frappés par le sort. Un appareil de ce type, appartenant à une compagnie américaine, a dû se poser quelques minutes après son décollage de Londres. L'un de ses moteurs était tombé en panne. Jean Fabre, condamné à 6 mois de prison, dont 5 avec sursis. Le président du parti radical italien, jugé pour insoumission, était en prison depuis 1 mois. Il a donc purgé sa peine, mais après sa libération, il s'est présenté à sa caserne et c'est là qu'il a appris qu'il était exempté du service national. Sport, tous les amateurs de football savent qu'en ce moment même, Saint-Étienne est en train de rencontrer l'équipe d'Aris Salonique en 8e de finale de la Coupe de l'UEFA. Mais ils ne savent peut-être pas que l'on a commencé il y a seulement 10 minutes, car, Olivier Ray, il y a eu beaucoup de brouillard. Oui, Patrick, comme nous pouvons le constater sur ces images, il n'y a vraiment pas beaucoup de visibilité au stade Geoffroy-Guichard. Et c'est donc avec 20 minutes de retard que l'arbitre allemand, M. Eschweller, a sifflé le coup d'envoi de ce 8e de finale de Coupe de l'UEFA qui oppose donc l'AS Saint-Étienne en vert contre l'Aris de Salonique. Résultat de cette rencontre à 23 h dans le journal d'Hervé Claude, si le brouillard le veut bien. D'accord, résultat qui nous sera donné par Bernard Père, qui se trouve sur place et qui s'y trouve en compagnie de Gérard Rolls et d'Olivier Abra. Olivier Abra n'est pas une de nouvelles recrues, il n'a qu'une dizaine d'années, c'est l'un des jeunes reporters d'Antenne 2 que nous avons choisi pour effectuer une série de petits reportages en fonction d'une grande émission que nous consacrerons aux enfants le lundi 7 janvier. Toute la soirée sera consacrée aux enfants et c'est eux qui ont composé un petit peu cette émission en parlant des problèmes qui agitent le monde, l'enfance malheureuse, la guerre, mais aussi de ce qui passionne les jeunes, c'est-à-dire la pop musique, la moto et le sport. Vous allez écouter maintenant la réaction de ce jeune garçon qui se trouve en ce moment même au stade Geoffroy-Guichard. Olivier Abra s'exprimait dans le journal de Noël Mamère. C'est la vie. Écoutez le bonheur qu'il exprimait d'être à Geoffroy-Guichard. Je ne sais pas si le match pourra se dérouler ce soir, puisque le brouillard peut gêner le déroulement de la partie, et je ne sais pas si la partie va avoir lieu ce soir. Dis-moi, Olivier, Gérard, pourriez-vous demander à Olivier quelle impression ça lui fait de se trouver transformé en reporter? Oui, et en plus, en plein dans l'actualité, parce que je vous dis, bien sûr, tout se passe dans des conditions un peu particulières, étant donné qu'il y a le problème du brouillard. Nous vous remercions d'ailleurs de cette information. Alors Olivier, Noël Mamère demande quelle impression ça te fait de te retrouver ici dans la peau d'un reporter d'Antenne 2. Ça me fait très très plaisir. J'ai jamais été aussi heureuse. C'était mon rêve d'aller à Saint-Étienne et de regarder un match de Coupe d'Europe. Et vraiment, c'est formidable. Eh bien, écoute, Olivier, je vais te faire une confidence. Le rêve d'aujourd'hui, eh bien, il va y avoir, je crois, une dizaine de rêves, puisque nous allons avoir, vous le savez, une dizaine de grands reporters qui vont partir aux 4 coins du monde. Voilà ce qui se disait donc il y a 1h30, et c'est vrai que cette émission du 7 janvier au soir est consacrée à tous ces enfants qui ont en gros entre 11 et 15 ans. Et peut-être l'un d'entre eux un jour se retrouvera dans notre équipe, c'est en tout cas tout le bien que je lui souhaite. Les brouillards sur le stade de Geoffroy-Guichard ne sont pas seuls, une grande partie du pays en est recouverte, une seule exception quand même, le littoral méditerranéen. Demain, eh bien, le temps sera généralement brumeux encore, et frais le matin, et ensoleillé dans l'après-midi. Avant de vous quitter, une série de chiffres, avec tout d'abord les pronostics de Pierrette Bresse pour le prix de Valençay, qui se disputait à Vincennes. Elle a choisi, en pronostic, le 5, le 8, le 19, le 6, le 1, ou l'As, comme vous le voulez, le 17, le 15 et le 13. Ce sont donc les choix de Pierrette Bresse pour le tiercé de demain. D'autres chiffres avec les résultats du loto. Pour gagner, il fallait jouer le 2, le 4, le 22, le 28, le 40 et le 43. Comme numéro complémentaire, le 33. Voilà, ce journal se termine maintenant. Votre dernier rendez-vous avec l'information, ce sera 22h55, Hervé Claude. Et puis, demain, à 12h45, comme tous les jours, Patrick Lecoq. À demain, en ce qui me concerne, 20h. Bonne soirée à tous.